Après, on entend parler de nouvel ordre mondial. Et puis, dans le même temps, on entend aussi des lanceurs d'alerte qui dénoncent un complot mondial pour établir ce nouvel ordre mondial. Et tous ces lanceurs d'alerte, dans quelques domaines que ce soit des anciens militaires, que ce soit des informaticiens qui avaient accès à des informations confidentielles, que ce soit des banquiers qui dénoncent, ou des médecins qui dénoncent les faux vaccins, ou des enseignants qui dénoncent l'éducation scolaire actuelle. Dans tous les cas, les journalistes, ceux qui sont chargés de les contredire, n'ont jamais aucun argument. Et comme ils n'ont aucun argument pour démontrer que ce que disent des gens comme Snowden, comme Assange, que tout le monde connaît, parce que ceux-là ont fait la une de tous les journaux et ont dévoilé des choses terriblement graves, il n'y a aucun argument pour contrer ce qui est dit. Mais en revanche, il y a toujours un seul terme qui sort, c'est la théorie du complot. Et donc, aujourd'hui, quiconque dénonce quoi que ce soit, si ça ne convient pas à la pensée unique à l'essai du gouvernement, eh bien, il y aura un journaliste pour dire « oui, vous êtes un théoricien du complot ». C'est une manière de casser les gens, c'est une manière d'influencer le public il ne faut pas croire que ça appartient à la France. C'est l'ordre de fonctionner de cette manière, d'empêcher les journalistes de parler, d'empêcher ceux qui dénoncent de parler, jusqu'à du showbiz, jusqu'à un tas de gens, puisque maintenant par Internet, un tas de gens ont fait leurs propres investigations et dénoncent les choses. Eh bien, systématiquement, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, en Italie ou à l'autre bout du monde, systématiquement, les médias qui sont contrôlés par le même groupe donnent l'ordre aux journalistes de toujours employer ce terme. Vous êtes un théoricien du complot, ou vous êtes complotiste, ou confusionniste, maintenant ils trouvent même de nouveaux mots. Tout ça pour arriver à créer une confusion, c'est-à-dire à faire douter le public de ce qui est dit. Et a priori, ça marche sur les gens les plus naïfs, qui effectivement pensent qu'aujourd'hui qu'il n'y a pas de complot, etc., etc. Bien sûr, on peut penser que chacun agit individuellement, mais voilà un exemple. Vous avez un laboratoire qui lance un vaccin qui est particulièrement nocif, qui apporte absolument rien au niveau santé, sinon diminuer le système immunitaire, donc de faire que les gens soient plus malades et non pas moins, et qui en plus comporte des produits chimiques extrêmement néfastes pour la santé, à long terme. Ce produit ne devrait pas être sur le marché, il ne devrait surtout pas être autorisé. Mais il y a un ministre de la Santé qui va faire le contraire, c'est-à-dire vendre ce produit. Donc, en tant que ministre de la Santé, ça ne paraît pas être de la publicité, mais il recommande pour le bien des gens de se vacciner. Protégez vos enfants, vaccinez-les. Et donc, tout ça, c'est de la publicité, mais merveilleuse pour les laboratoires. C'est extraordinaire. Ils devraient payer des fortunes encore plus grandes que les commissions qu'ils donnent à ces ministres pour obtenir autant de crédibilité dans le type de réclame qu'ils font. Et donc, ce schéma fait qu'il est indispensable pour eux d'avoir systématiquement des ministres de santé corrompus. Donc, il leur faut un moyen de contrôle. Qui va être ministre de la Santé, pour eux, c'est essentiel. Alors, on peut penser que c'est exclusivement mercantile, c'est-à-dire que les dirigeants du laboratoire, les propriétaires, disent « on s'en fout de la santé des gens, notre intérêt c'est d'avoir des malades, donc au contraire, faites des vaccins, corrompez un ministre pour obtenir que ce vaccin soit autorisé et même recommandé, etc. Comme ça, on aura de plus en plus de gens qui l'auront et ça, dans les années qui suivent, le chiffre d'affaires, il n'y aura plus que le tiroir caisse, il va fonctionner. » Donc, on pourrait penser ça. Seulement, dès l'instant où ça devient une structure où les autres laboratoires s'associent avec eux pour le même résultat. C'est-à-dire que le ministre de la Santé en question ne va pas seulement favoriser un laboratoire, il favorise un type de vaccin. Et tous les labos s'engouffrent dans l'autorisation pour vendre leurs produits. Et donc il y a une quantité de laboratoires qui font des vaccins, qui vendent des produits, des faux produits, tout ce qui touche le diabète, le cholestérol, etc. Donc il y a tout un schéma global où forcément les laboratoires sont obligés de s'associer entre eux pour avoir une seule structure qui va
garantir d'avoir le ministre de la Santé qui va accepter tout ça. Et une structure assez forte pour qu'ils aient les ministres de la Santé de tous les pays occidentaux, ou de la majeure partie en tout cas. Alors, ceux qui ont cherché tout ça ont découvert qu'il y avait une structure comme ça, elle s'appelle le Club Bilderberg, qui permet de sélectionner le Premier ministre, le chef du gouvernement, selon les régimes des pays, et que le principal amène et soit le responsable de la sélection des plus corrompus pour le mettre en place. Et il y a une secte qui fonctionne sur la base de la corruption, c'est la franc-maçonnerie, qui prend des gens au départ, on va dire, les invite pour leur offrir simplement une ascension sociale, et puis ensuite sélectionne parmi eux ceux qui sont les plus vicieux, les plus corrompus, etc., et les oriente sur les deuxièmes parties de la secte, parce qu'il faut savoir que la franc-maçonnerie fonctionne sur une première base qui est nationale, qui est locale même, et qui recrute en permanence pour trouver des nouveaux adhérents qui ont des passages à effectuer, et là, peu à peu, ils sont sélectionnés, et selon leur profil, on va les amener plus ou moins haut dans la secte, et on va les amener, et quand on est sûr d'avoir des gens complètement corrompus, sans le moindre scrupule, sans la moindre morale, on peut les amener jusqu'au gouvernement, en haut de la magistrature, et puis à commander les forces de l'ordre, etc. Au poste clé qui va permettre, grâce à eux, d'avoir le contrôle sur l'ensemble de la société. Donc cette structure, elle existe, et puis elle est dénoncée tout au cours du 19e siècle, du 20e siècle. Il n'y a qu'à lire les ouvrages des anti-francs-maçons, lire les ouvrages des maçons qui sont repentis et qui ont eu accès donc à un grand nombre d'archives. Il n'y a qu'à lire tous les écrits des principaux responsables de la haute franc-maçonnerie, celle qui supervise toutes les francs-maçonneries du monde. Qui sont religieuses, il y a des francs-maçonneries musulmanes, juives, chrétiennes, hindoues, etc. Il y a des francs-maçonneries orientées exclusivement politiquement, il y a des francs-maçonneries uniquement sur les affaires, il y a plusieurs sortes. Mais tout ont ce schéma où, quand on arrive à un certain niveau, et tout en haut des plus hauts gradés, il y a possibilité d'accession aux francs-maçonneries internationales, c'est-à-dire au niveau de ce qu'on appelle la haute franc-maçonnerie. Et là, on arrive dans les sectes qui pratiquent tout l'inverse de ce qui est pratiqué par la basse franc-maçonnerie. Et donc, il y a toute la structure qui va permettre ce contrôle, et on peut penser et se dire, voilà, les laboratoires, ils profitent de ce système, et tout le monde en profite. Pour savoir s'il y a complot ou pas, il faut aller chercher qui sont les propriétaires de ces laboratoires. Et ces laboratoires ne sont pas que américains. Il y en a en Suisse, il y en a en France, il y en a en Angleterre, il y en a en Allemagne, il y en a en quantité. Et quand on fait des recherches sur qui sont les actionnaires de ces laboratoires, alors là, ça commence à changer. On s'aperçoit d'abord qu'il n'y a pas beaucoup d'actionnaires, et ensuite de ça que tous ces actionnaires représentent un certain nombre de familles, mais que toutes ces familles sont liées entre elles par une multitude d'alliances et qui remontent à plus de 100 ans en général. Donc il y a la petite fille de la famille machin qui a épousé le truc de la famille machin, etc. Et donc c'est vraiment un monde familial. C'est-à-dire que les liens familiaux entre eux sont extrêmes. Ensuite, on peut se dire, c'est des liens familiaux, mais chaque famille est chez elle, ne parle pas aux autres, et les programmes pour lancer des trucs pour rendre les populations malades et qui est grandes consommatrices, chacun l'a pensé de son côté. Non, forcément, il y a des accords qui se font, parce que sinon, ils ne pourraient pas se mettre ensemble pour corrompre un gouvernement, un ministre de la Santé, un chef du gouvernement. Donc forcément, il y a les accords entre eux. Et quand on cherche après les autres secteurs, on s'aperçoit, par exemple, si on cherche dans le secteur de l'armement, on s'aperçoit qu'encore une fois, il y a des actionnaires qui ont intérêt à ce qu'il y ait des guerres, à ce qu'il y ait des troubles, etc. C'est leur intérêt. Donc plus il y a de guerre, plus ils vont vendre de marchandises. Alors on peut se dire, encore une fois, c'est mercantile, donc qui financent des terroristes pour détruire, pour attaquer un gouvernement et qui fournissent des armes aux deux camps, ou qu'ils amènent un pays en guerre contre un autre et qui fournissent des armes aux deux camps, c'est uniquement dans un but mercantile. On peut penser ça. Et à ce moment-là, il faut aller chercher, encore une fois, qui sont ces mercantiles, qui sont donc les dirigeants de ces sociétés.
Et là, on arrive encore une fois à quelques familles. Mais, surprise, ce sont les mêmes que celles des labos. Et puis, si on continue, après, on cherche qui a mis en place ce Codex Alimentarius qui fait qu'aujourd'hui, toute l'alimentation des grandes surfaces est complètement dévoyée, qu'on amène les gens à être de plus en plus malades parce qu'on est ce qu'on mange. Et donc, avec une alimentation complètement diminuée en qualité, forcément, les gens ne nourrissent plus leur physiologie de la même manière et n'ont plus la quantité de vitamines, etc. Donc, alors, on va chercher qui a fait passer le Codex Alimentarius, qui contrôle les grandes industries alimentaires, qui contrôle ces industries monstrueuses d'élevage, etc. Et encore une fois, on retombe sur les mêmes familles. Alors, quand on continue comme ça, après, qui met en place tous ces schémas maintenant de destruction du système scolaire, tel qu'il est en place, pas seulement en France, dans tous les pays, qui met en place ces systèmes de corruption de la jeunesse par le sexe, tel que ça se met en place aussi un peu partout, voilà, on retrouve les mêmes schémas, et à chaque fois qu'on remonte tout en haut de l'échelle, de savoir à qui ça profite, on retombe toujours sur les mêmes familles. Alors à partir de ce moment-là, on peut se dire quand même que ces familles, elles se réunissent entre elles. Et effectivement, quand on cherche, on découvre donc le Club Bilderberg, la trilatérale, on retrouve un certain nombre d'éléments, on trouve aussi les gens qui mettent en avant. Alors, après, il faut chercher dans leurs écrits ce nouvel ordre mondial, qu'est-ce que c'est? Et là, ils font des affiches, leurs propres symboles, leur dos à le carreau, etc. Donc on a tout ce qu'il faut pour avoir les informations, parce que quelque part, elles sont accessibles. Il y a tellement eu, et puis on ne peut pas manipuler des millions de gens sans que forcément, de temps en temps, il y ait des gens qui se réveillent, qui se repentissent, qui dénoncent, ou des gens qui sont employés à leur insu et qui tout d'un coup découvrent les choses et les révèlent, ce qui est le cas par exemple de Snowden ou d'Assange, et puis de beaucoup d'autres. Donc ces banquiers récemment qui ont découvert ces comptes fabuleux que possèdent les politiciens français, espagnols et anglais, sur des comptes secrets en Suisse, etc. Donc voilà, des fois ça sort. Et puis ces gens écrivent des livres, ces gens donnent les détails, les sources, on peut vérifier le tout, et effectivement, on peut constater que c'est bien une réalité. Et alors, il y a un terme qui existe depuis maintenant plus de 200 ans, qui est le grand chaos. Le grand chaos qui doit provoquer donc le nouvel ordre mondial. C'est-à-dire qu'en fait, il y a actuellement une société, et les mots « nouvel ordre mondial », ça veut dire que c'est un nouvel ordre qui va se mettre en place. Quel est l'ordre actuel? L'ordre actuel, ce sont des nations et des religions. Voilà les deux, on va dire les deux instances sur toute la planète. Ce sont ces deux schémas qui dominent essentiellement l'humanité. Alors, ce nouvel ordre mondial, depuis 200 ans, il est écrit, et on peut lire ces ouvrages, qu'ils vont déclencher le grand chaos qui va permettre l'établissement du nouvel ordre mondial. Ensuite, c'est affiné dans des discours dans la haute franc-maçonnerie qui ont été pris par des gens bien connus comme Albert Pike, comme Mazzini, qui était un personnage particulièrement important. On voit parfaitement qu'ils décrivent ce grand chaos, mais ils le décrivent comme une destruction. Le but étant la destruction des religions et des États, des nations, pour établir une seule et unique religion et un seul et unique État, qui serait la planète globale qu'une dictature donc totale peut instaurer. Alors, voilà ce qu'est ce nouvel ordre mondial qu'ils essayent de mettre en place. Au cours du temps, la science a évolué, les technologies ont évolué, et forcément, quand ils contrôlent l'essentiel, à savoir l'argent, à savoir les médias, l'information donc, ils ont pu empêcher durant toute la première partie du XXe siècle, ils ont pu empêcher l'information d'aboutir aux gens et mener toutes leurs opérations avec assez de secret pour qu'elles ne se révèlent qu'à la fin du XXe siècle. Et puis ensuite, à la fin du XXe siècle, apparaît Internet. Et là, tout d'un coup, les gens peuvent mettre en ligne ce qu'ils ont lu, découvert dans ces ouvrages. Et puis, ceux qui ont lu suffisamment, qui ont pris de l'avance sur le reste du monde, parce qu'ils ont lu énormément, ils ont dévoré des centaines d'ouvrages, approfondi complètement les sujets, fouillé, cherché les sources. Alors cela échange avec les autres qui en ont fait autant, qui sont dans d'autres pays et autres, et là, tout d'un coup, sort encore plus de découvertes,
plus de réalité, et tout aboutissent toujours à la même chose. C'est-à-dire que ceux qui ont cherché à partir d'une source, à partir d'un pays, ou à partir d'une langue, ou à partir d'une religion, à découvrir et à chercher ce qui se passait, aboutissent à au même résultat. Il y a un groupe qui a pour religion le satanisme, avec une étape précédente qui est le luciférianisme, et toute cette religion est basée sur la franc-maçonnerie et sur l'inverse de la présentation. Car le concept à l'origine est celui d'un type qui s'appelait Jacob Frank, qui consiste à toujours présenter un visage opposé à ce qu'on fait. Ça, c'est un principe essentiel, c'est celui qu'on trouve dans la franc-maçonnerie. Et on le trouve au premier instant. Au tout premier instant, celui qui rentre dans la franc-maçonnerie, il est ce qu'on appelle initié. Il franchit un pas pour entrer et être admis dans la franc-maçonnerie. Or, ce pas est conçu de telle manière qu'on lui présente deux concepts totalement opposés. Et il faut qu'il soit idiot, soit corrompu pour l'accepter. Il n'y a pas d'autre choix. Puisqu'on va lui dire au départ, tu rentres dans l'ordre, tu te soumets complètement à l'ordre, l'ordre est ta seule autorité hiérarchique, il n'y a plus rien d'autre qui compte que soutenir l'ordre, etc. Et désormais, tu fais partie des libres penseurs. C'est-à-dire qu'en fait, on lui présente au départ un concept qui est la libre pensée, qui est tout l'opposé de la franc-maçonnerie. Et c'est sous le nom de libre penseur qu'on lui dit qu'il doit se soumettre complètement, mettre des vêtements ridicules, prendre toute une position complètement ridicule, suivre tout un rituel qui est vraiment pour les enfants de 8 ans, et donc de se soumettre au plus bas pour accepter d'être admis, et donc d'être admis en tant que libre penseur. On veut lui donner ce nom ensuite, il se croit libre penseur, il va lui-même se définir comme ça. Alors soit il est vraiment bête, et puis effectivement il ne se rend pas compte, et puis il va être utilisé, on lui fera monter un petit peu les échelons sociaux, c'est-à-dire que le principe même de la franc-maçonnerie, c'est de faire monter les gens socialement au-delà de leurs compétences réelles, de façon à ce qu'ensuite ils soient complètement tenus par la franc-maçonnerie, obligés d'apporter les services qu'on leur demande, et ainsi de suite, et c'est comme ça qu'ils contrôlent le pays. Mais le principe de toujours présenter la face inverse, c'est un principe qui est extrêmement ancien, qu'avait donc lancé Jacob Frank, et qui, avec sa religion, donc le franquisme, qui est une forme de luciférianisme, voulait à tout prix que tous ses membres soient soit musulmans, soit juifs, soit catholiques, et beaucoup de rabbins sont franquistes, et donc présentent l'image du rabbin bien juif, etc. Beaucoup d'imams sont franquistes, et présentent l'image du bon imam, etc., comme des prêtres, etc. Donc c'est vraiment une image. Et le principe a perduré, et donc aujourd'hui c'est ce schéma qu'on retrouve absolument partout. Quand vous avez des organismes de défense de l'enfance, la plupart du temps, beaucoup d'entre eux sont montés par des pédophiles. Les orphelinats, montés par des pédophiles, etc. Alors après, pour s'y retrouver, c'est pas facile, parce qu'il y a aussi des associations complètement sincères qui cherchent réellement à défendre l'enfance. Et dans tous les domaines, protection de la nature, protection de ci, protection de ça, défense de ci, défense de ça. Et donc, sur cette masse, il est très difficile de savoir celles qui sont réelles et puis celles qui sont le contraire. Et donc, vous avez des entreprises chimiques, etc., qui montent des associations de protection de la nature pour pouvoir déverser leurs saloperies et détruire la nature. Et c'est extraordinaire, ce schéma de face inversée par rapport à ce qu'on fait. Mais tout notre monde actuel est comme ça. Et donc, quand vous avez, par exemple, un concept économique tel que la privatisation, donc privé, le mot déjà privé, c'est déjà retirer, c'est restreindre. La privatisation, systématiquement, c'est abandonner quelque chose qui appartient à tous pour le mettre entre les mains de quelques-uns. Ça, c'est de la privatisation. Alors, pour que ce soit plus joli, et que le mot dise le contraire, eh bien maintenant on appelle ça non plus restreindre, mais libéralisation. Et donc c'est ce qu'on appelle maintenant le système libéraliste, qui en réalité est tout l'opposé de la liberté. Et donc c'est toujours ce jeu avec les mots qui fait qu'on a beaucoup de mal à s'y retrouver.
Alors un petit truc en ce qui concerne toutes ces associations de défense des enfants, des protections de la nature, enfin toutes ces associations, etc., pour arriver à savoir celles qui sont vraies et pas vraies, celles qui sont sincères, les orphelinats, etc. Moi j'ai trouvé un moyen, c'est que celles qui reçoivent le plus de subventions de l'État, souvent ce sont celles dont il faut le plus se méfier. Celles qui sont grandes, puissantes, qui reçoivent d'énormes subventions, qui sont très aidées. C'est souvent celles-là qui sont les plus inverses à la réalité de ce qu'elles font. Parce que les petites associations vraiment sincères, elles ne sont pas beaucoup aidées par l'État. Donc, pour en revenir donc à ce schéma global, ils ont, en fin de siècle, eu affaire à Internet, qui a permis donc ce développement d'informations au niveau du peuple et au niveau de plus en plus de gens. Et beaucoup de gens maintenant savent tout cela et savent qu'il y a bien un complot pour déclencher un grand chaos mondial. Le chaos lui-même s'est développé avec les technologies, avec les nouveaux outils, les nouveaux moyens que met à la disposition la science. Seulement le public est de moins en moins naïf et il commence à se rendre compte que tout le monde ne peut pas être complotiste, paranoïaque et inventer un complot imaginaire. Il y a bien un complot, il y a bien une machination pour établir une dictature mondiale, et on la trouve écrite dans leurs propres ouvrages. Donc, si on lit les ouvrages de tous ces gens des sectes de la haute franc-maçonnerie, donc les Pike, Mazzini, mais aussi beaucoup d'autres, quand on lit les archives des repentis, quand on lit les textes des anti-francs-maçons, qui eux ont travaillé énormément à démontrer tout ça durant tout le 19e siècle, alors on commence à voir que c'est bien parfaitement décrit, et que ce grand chaos, voilà en quoi il consiste. Et là, on approche tout à fait de la date. Il y a une dizaine d'années, lorsque j'ai écrit la démosophie, j'avais dit, selon tout ce que j'avais lu, que probablement la date serait entre 2018 et 2025. La période durant laquelle c'est le chaos absolu sur toute la planète. Pour qu'ensuite, en 2025, arrivent les sauveurs, qui, une fois qu'il restera un certain nombre de survivants sur Terre, arriveront comme des sauveurs en disant maintenant on va vous sauver, mais vous êtes soumis, vous êtes nos esclaves, et installer leur dictature absolue. Alors ce grand chaos, pour le lancer, le concept actuel c'est celui-ci. Le principe, ça consiste déjà à faire envahir les pays par une deuxième ethnie. Ça c'est un principe de base. Parce que pour provoquer une guerre civile, il faut que les gens se reconnaissent. On ne peut pas faire une guerre civile, ou c'est pas facile en tout cas, on l'a vu dans les guerres entre protestants et catholiques, c'est pas simple. Donc si on veut une guerre civile efficace et qui dure, il faut une guerre civile, il faut une deuxième ethnie dans le pays. Alors pour ça, ils ont lancé un programme il y a pas mal d'années maintenant pour faire entrer énormément de gens de type oriental dans le monde européen. Parce que le monde qu'ils doivent complètement détruire en premier, c'est le monde occidentale. Et toute l'Europe est la première cible. Et la France plus particulièrement, ça je l'ai expliqué dans une autre vidéo. Et donc, faire entrer sur toute l'Europe une multitude de gens haineux de l'Europe. De gens qui vont constituer des armées, qui vont pouvoir déclencher une guerre civile. Pour ça, il faut d'abord les populations. Donc il faut une deuxième ethnie dans le pays. Pour ça, donc, ça fait maintenant pas mal d'années qu'il faut rentrer de plus en plus de gens, tous, mais à condition qu'ils aient toujours cette ethnie différente. Et donc qu'on puisse les associer ensemble. Ensuite, la deuxième étape, ça consiste à faire entrer, à créer à l'intérieur du pays des systèmes pour empêcher l'intégration. Or, pour empêcher l'intégration, il faut nourrir les haines entre les deux groupes. Donc ça, ils ont su habilement le faire, en procurant par exemple, très souvent au niveau de la justice, etc., énormément d'avantages à cette nouvelle ethnie. Et puis, en même temps, accuser toujours l'une et l'autre. Et donc, ça c'est vicieux, mais c'est ce qui est en train de se faire. Je vais en parler un peu plus en détail, les techniques qui sont employées, mais c'est ce qui est en train de se faire donc actuellement. Et par-dessus donc les guerres civiles qui vont se déclencher, il faut rajouter un événement énorme qui va vraiment toucher tout le monde et permettre vraiment qu'après, c'est une sorte de lutte de classe qui va se mettre en place, c'est l'effondrement économique. Et l'effondrement économique total, où lorsqu'il va se produire, eh bien, et là on en est vraiment tout proche,
la disparition complète de l'argent fait qu'aujourd'hui, il n'y aura plus que ceux qui disposent de l'or physique qui auront encore quelque chose entre les mains et qui pourront échanger. Et les banques ne se dédieront plus qu'à ça. Les dernières lois qui sont passées pour permettre que les banques se sauvent avec l'argent des clients, c'est prévu pour ça, c'est fait pour ça. Donc, dès l'effondrement économique, les banques vont ramasser tout ce qui reste des clients et disparaître. Et il ne va rester dans les pays qu'un système bancaire qui ne donnera qu'en échange d'or. Et donc, ce sera ce système. Il n'y aura plus que des cartes, il n'y aura pratiquement plus rien d'euros, tout ça sera disparu. Donc, il n'y aura plus que ceux qui auront des cartes pour travailler sur ce système bancaire. Et ils n'auront ces cartes que s'ils ont de l'or. Donc, ça va faire toute une classe qui sera les ultra privilégiés, qui pourront survivre un peu plus, quand toute la masse, elle, se débattra avec les problèmes d'alimentation, avec tous les problèmes basiques, et en même temps en étant en guerre civile. Donc c'est une situation absolument, totalement chaotique qui détruit un pays très rapidement. Et on est à 2 doigts de cette situation. Ajoutons par-dessus ça, tout ce qui détruit le génome humain, tout ce qui l'amène à être diminué intellectuellement, diminué dans ses capacités, diminué dans sa capacité de révolte, de conscience, de logique. Alors il y a bien sûr l'école, qui déstructure complètement les enfants, etc. Mais il y a aussi le fluor qu'on ajoute pour fluorer les enfants de façon à ce qu'en fait, les tests avaient été faits durant la Deuxième Guerre mondiale, on sait que ça rend les gens beaucoup plus passifs, un peu inertes, ils ont moins de volonté. Ensuite, il y a l'aluminium, qui est un des pires poisons qui soit pour le cerveau. Et donc là, on en rajoute dans les vaccins et on incite pour en mettre sur les enfants un maximum. Et là, donc, ce sont les capacités intellectuelles qui sont diminuées. On ajoute à ça les OGM qui devraient être interdits, qui n'auraient jamais dû être autorisés sur le marché, puisque toutes les études indiquent qu'ils détruisent le génome humain. C'est-à-dire que ceux qui bouffent des OGM auront des enfants qui eux-mêmes auront des enfants anormaux. Et on voit, depuis que les OGM ont été mis en place, les pays dans lesquels il y a eu plus d'OGM, on voit apparaître une quantité énorme de naissances d'enfants qui sont autistes, qui sont toutes sortes de problèmes. Et puis, on arrive maintenant déjà dans la 3e génération, et donc on voit maintenant les épidémies de microcéphalie, etc. Où là, ce sont vraiment des enfants complètement anormaux, diminués complètement du cerveau. Ça, c'est en cours. On est tous en train de le vivre. Ajoutons à ça encore les chemtrails qui nous remet une bonne dose d'aluminium, plus des phtalates qui participent à la destruction du génome humain. Ajoutons à ça encore les Wi-Fi, tout le système Wi-Fi avec des ondes, des micro-ondes qui également participent à la modification génétique de l'homme. Donc il y a vraiment énormément de choses ensemble. Alors je ne parle pas en plus du chimique, de l'absence des vitamines dans les aliments en les passant en chambre d'irradiation avant de les mettre dans les supermarchés. Je ne parle pas de tout il y en a, on pourrait en dire, l'attaque elle est vraiment globale, sur tout en même temps. Alors il y a toute une attaque globale pour diminuer les capacités de chaque être humain, donc de la population globale, sur ses capacités santé, physique, mentale, intellectuelle, capacité de volonté de résister ou de volonté pure. Tout ça, tout le monde est attaqué, on est tous attaqués. Et les jeunes plus encore que nous, parce qu'ils reçoivent des doses beaucoup plus hautes et puis qu'ils n'ont même pas accumulé dans leur organisme une période de vie saine. Donc ceux-là sont beaucoup plus fragiles encore. Et puis, donc, on a une population affaiblie, on a une guerre civile qui se déclenche, on a une guerre économique qui s'ensuit immédiatement, donc une sorte de guerre de classe. Et puis, il ne reste plus qu'à déclencher une guerre mondiale, et puis éventuellement ajouter, par exemple, dans les chemtrails, ajouter de quoi provoquer une épidémie mondiale, et puis on aura vraiment créé ce très grand chaos. Et j'en suis totalement convaincu, c'est ce qu'ils ont prévu, et qui est en train de se mettre en place pour être à fond en 2018, complètement effectif. Et donc, dans l'année qui vient maintenant, en 2016, il devrait commencer déjà à y avoir l'effondrement économique et les débuts d'une guerre civile, c'est-à-dire les premières alertes. Et puis 2017, on va commencer à entrer dedans, puis 2018, on sera en plein dedans. Voilà exactement tel que je vois les 3 années qui viennent. Alors, je peux me tromper. On peut dire que je peux me tromper de quelques mois, avant ou après.
Et dans quel cas, ça ne change rien. Je peux aussi me tromper en disant que ce n'est pas une volonté délibérée de ceux qui veulent créer le nouvel ordre mondial. Mais alors, les centaines de livres que j'ai pu lire et qui tous vont dans le même sens, les milliers de chercheurs comme moi et de tous les pays du monde qui ont abouti aux mêmes conclusions, on aurait tous faux, on aurait tous banalisé, et tout ça ne serait que le résultat de mercantilisme, c'est-à-dire d'entreprises de labo qui veulent gagner plus d'argent, de gens qui vendent des armes et qui veulent qu'on soit en guerre pour vendre leurs armes. Et les mariages entre eux, ils ne se connaîtraient pas, ils marient leurs enfants ensemble, ils ne se connaissent pas entre eux, ils ne se concertent pas entre eux, ils n'ont pas créé ce club Bilderberg qui met en place dans chaque pays au gouvernement les gens qui ensuite sélectionnent les plus corrompus pour les mettre ministres avec eux et former des gouvernements qui vont permettre que tout ça arrive et qui vont le favoriser. Comment croire que ce n'est pas un complot? Comment croire que ce n'est pas une machination? Oui, et on est à deux doigts que tout se déclenche. Alors, là, pour cela, il y a leur arme, telle qu'ils l'ont prévu, c'est d'utiliser la religion musulmane. Et c'est extrêmement vicieux, parce que ce qu'ils ont fait, c'est d'apporter dans tous les pays européens une multitude d'immigrants qui proviennent de tous les pays où, ethniquement, on retrouve un certain type, qu'on va appeler globalement les basanés. Que ce soit du Pakistan, de l'Afghanistan, que ce soit de la Syrie, de l'Algérie ou du Maroc, c'est toujours un type basané. Et donc une population ethniquement différente. Cette population ethniquement, et si on parle d'eux en tant que les musulmans, puisque c'est souvent le terme, alors c'est un faux terme, on se trompe. Les musulmans sont exactement comme les juifs et comme les chrétiens. 99% d'entre eux n'en ont rien à faire de leur religion. Ce qui les intéresse, c'est d'élever leurs enfants, de les aimer, d'être en paix, de vivre tranquillement, d'avoir des conditions sociales agréables à vivre. Et c'est ça qui les intéresse, au même titre que tout le monde. Et on est tous pareils, qu'on soit juifs, chrétiens, musulmans, hindous ou autre chose. C'est pareil. Il reste un petit 1%. Il reste... mais ce petit reste de fanatiques, ce sont les imbéciles profonds qu'on peut manier pour les amener à être des terroristes ou n'importe quoi. Mais ce pourcentage d'imbéciles, c'est le même aussi dans toutes les religions, que ce soit chez les juifs, que ce soit chez les chrétiens. On a vu pendant l'Inquisition chez les chrétiens, on le voit en ce moment en Israël, etc. Les gens du plus bas niveau, qu'on manipule par la religion ou par autre chose, peu importe, les mercenaires américains, on les manipule par la démocratie, et ils torturent au nom de la démocratie. Bon, ça ne change pas grand-chose. Les imbéciles sont les imbéciles. Quand on les manipule bien, on peut les utiliser pour n'importe quoi. Aujourd'hui, on est en train de recevoir une vague d'immigration dans laquelle se trouve une grande partie des armées terroristes de Daesh, qui ont donc été formés par des instructeurs américains, anglais, français, etc., qui ont donc des instructeurs militaires, qui ont les formations, qui arrivent ici avec pas mal d'argent, avec beaucoup de moyens, et qui arrivent selon un certain programme. Ils se répartissent dans l'Europe. Il y en a en Suède, il y en a en Norvège, il y en a en Allemagne. Ils sont répartis, l'Europe. Ils ne sont pas débarqués au hasard. Ils sont tous programmés et occupent des postes. Et puis dans ces pays, et plus particulièrement en France peut-être, il y a des stocks d'armes de guerre qui sont accumulés depuis longtemps à leur usage. C'est-à-dire que quand ils vont arriver, ils vont avoir donc avec eux les instructeurs militaires, les stocks d'armes disponibles et toute une population en effervescence, parce que un autre groupe fait tout un travail, ce sont des soi-disant religieux qui se servent de la religion musulmane pour conditionner des jeunes, en choisissant et en faisant en sorte que les plus imbéciles sont ceux qu'on conditionne le plus. Et donc ceux-là, ce sont des armées toutes prêtes. Quand ils vont les trouver à disposition, ils vont recruter sur place, et ils ont une multitude de soldats qui vont être immédiatement prêts à agir. Donc ça, c'est le programme qui est en cours, en ce moment, qui est en cours de se réaliser. Calais est un petit exemple. Mais ce qu'on ne dit pas, d'abord on ne dit pas grand-chose au public sur les réalités de ce qui se passe à Calais, ni dans les environs de Calais, où il s'en passe déjà plus, ni de ce qui est en train de se passer dans le reste de la France, parce qu'il n'y a pas que Calais. Et ça, par contre, silence absolu des médias. Mais ils sont en train de se répandre dans toute la France. Et donc,
dans toute la France, non, pas dans les trous perdus de campagne, mais dans toutes les grandes villes où il y a ces stocks d'armes et où il y a ces stocks de futurs soldats qui vont être prêts à participer. Alors, ça, c'est la situation actuelle. La réalité sur l'islam, elle est bien différente de ce qu'on nous fait croire. Le gouvernement français a travaillé à cela. Il a fait en sorte, au niveau des lois, etc., de commettre des injustices, soit vis-à-vis des musulmans, soit vis-à-vis des Français, en faveur des musulmans. Et ces injustices, menées par l'État français, ont provoqué les haines qui montent petit à petit d'un clan à l'autre. Alors, dans un premier temps, c'était surtout pour des injustices vis-à-vis de tous ces émigrés qui venaient, et donc qui ont vu la société française haïr, et ensuite, depuis 15-20 ans, c'est un petit peu le contraire, où on favorise beaucoup d'intérêts musulmans pour créer la haine des Français envers les musulmans. Et le mot musulman est faux, puisque ce ne sont pas des musulmans, ce sont les gens qui sont venus épouser la vie française, le pays de la Déclaration des droits de l'homme, le pays où on vit bien. Et ce sont des gens qui sont venus pour vivre bien. Après, leur religion, elle est personnelle. Chacun rentre chez soi, pratique la religion qu'il veut. C'est dans nos règles françaises, c'est notre Déclaration des droits de l'homme. Et ils sont venus chercher ça, le droit de pratiquer leur religion en paix et librement. Mais ils sont aussi venus vivre la vie française, ils sont français avant tout. Et donc ils défendent les valeurs françaises. Seulement, pour leur malheur, ils sont basanés. Donc, dès l'instant où une population est déjà conditionnée, et je vais expliquer le conditionnement qu'ont reçu les Français à ce sujet, à partir du moment où une population est déjà conditionnée, il suffira de déclencher quelques attentats graves par ces quelques fanatiques qu'auront recruté les mercenaires qui sont venus pour ça, pour que aussitôt tous les musulmans de France seront en danger, seront considérés comme étant leurs alliés. Alors là, il faut se mettre à la place du brave père de famille qui vit avec sa femme, avec ses enfants, et puis son objectif dans la vie, c'est réussir sa profession, réussir son entreprise et vivre tranquillement. Mais si un petit groupe de fanatiques déclenche quelque chose, lui, le lendemain, ses collègues, tout le monde va le regarder comme un terroriste, va le regarder comme le complice de ceux qui auront fait ça. Et donc, il sera très facile, très rapidement, que tous ces musulmans n'aient aucun choix. Ils ne pourront pas se mettre, parce que du côté des Français, dès qu'il y aura eu cet attentat, des groupes extrême droite, des groupes fascistes durs, il y en a plein, qui vont tout de suite, eux aussi, répliquer. Et à qui ils vont s'en prendre? À l'innocent. Au mec qui n'a rien à voir avec ça. Mais bon. Et donc les musulmans n'auront pas d'autre choix, enfin, je ne dis pas les musulmans, les basanés n'auront pas d'autre choix que de rejoindre les groupes fanatiques, parce qu'ils seront rejetés par la société française, ils seront en danger. Ils n'auront pas d'autre choix, on va les obliger à se mettre d'un côté ou de l'autre. Et ce qui arrivera à tout le monde. Donc les Français de religion musulmane, et il y en a, les Français de religion musulmane seront obligés de se mettre du côté des Français contre les musulmans. Comme les basanés qui sont chrétiens ou juifs n'auront pas d'autre choix que de se mettre du côté des terroristes, etc. C'est la situation qui va se créer, qu'on va vivre en France bientôt, où il y aura deux groupes, et puis ça va être des secteurs, il y aura des cités où ce sera uniquement un groupe, et puis une frontière, et un autre groupe, et puis voilà, et tout ce monde-là à la recherche de survivre pour trouver de la nourriture, ça va être quelque chose de dramatique, de gravissime, et on va le vivre bientôt, si on ne fait rien. Alors, pourquoi les Français sont conditionnés complètement à assimiler tous ces musulmans au terrorisme? Eh bien, c'est pas compliqué. Ça fait 20 ans qu'on bourre le crâne des Français en permanence. Et on met en permanence le mot terroriste et on l'associe tout le temps à djihadiste. Donc déjà en faisant cette association-là, et puis en le reliant ensuite à tous les attentats qu'il peut y avoir, on a inventé celui du 11/9 qui serait celui des Afghans ou des je sais pas quoi, ils inventent n'importe quoi qui arrive sur la planète, c'est toujours eux. Les djihadistes, les terroristes, les méchants islamistes. Et donc c'est un lien permanent dans la tête. Et aujourd'hui, si vous parlez à un Français, vous lui montrez une affiche en disant on parle des terroristes, il pense à quoi? Il ne pense pas aux Esquimaux, hein.
il pense systématiquement, dès qu'on lui met le mot terrorisme, il pense systématiquement à un basané. Il ne peut pas s'en empêcher. Ça fait 15 ans qu'on le conditionne à ça. Et donc, c'est inévitable pour lui. Alors, une fois que toute cette population est parfaitement conditionnée, il suffit de maintenir et d'en rajouter. Et en ce moment, ce qu'ils sont en train de faire, donc pour ça, c'est... Donc ils ont déclenché ces derniers attentats et lancé des affiches qu'on trouve maintenant dans toute la France. C'est-à-dire que tout le monde est en permanence sous la pression du musulman, en mettant des affiches dans les commissariats, dans les centres scolaires, dans les centres de santé, dans tous les hôpitaux, partout. Vous voyez ces affiches, en cas de terrorisme, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et là, on se sert donc des 20 années pendant lesquelles on s'est servi de ça. Ils auraient écrit, en cas de danger musulman, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça aurait été pareil. Parce que maintenant, quand on met le mot terrorisme, tout le monde voit immédiatement musulman, islamiste, bronzé. C'est systématique. On a conditionné toute la population comme ça. Et donc, avec ces affiches, maintenant qui sont répandues partout, ils ont imprimé des quantités monstrueuses. Toute la France est couverte de ces affiches. Regardez partout, il y en a dans les mairies, partout. Eh bien, grâce à ça, on maintient la pression. Et dès qu'on va voir un musulman qui lève un petit peu le bras, ça y est, c'est un terroriste. Et en fait, on est en train de détruire complètement toutes les valeurs de notre propre pays. Là, il y a des erreurs ou des bêtises, où ça fait partie de la manipulation monstrueuse qui a été commise par des hauts dirigeants musulmans, tels que le recteur de la mosquée de Paris, quand tu lui demandes ce qu'est l'islam, et qui répond l'islam, c'est tout à la fois, c'est la religion, la nation, la culture, la civilisation. Non, alors à ce moment-là, les gens qui sont en France sont des musulmans, ne sont pas des islamistes. Parce que si l'islam c'était ça, les mecs ne seraient jamais venus en France. Parce que s'ils viennent en France, c'est pour trouver la civilisation française. Parce que soyons clairs, la France, c'est la France. Et donc, s'ils viennent en France pour les droits de l'homme, pour la liberté de la religion, etc., pratiquer leur religion en paix sans subir les lois, c'est qu'ils refusent la charia, c'est qu'ils refusent l'incultisme forcé dans certains pays musulmans, c'est qu'ils refusent la civilisation, c'est qu'ils veulent une autre civilisation. C'est pour ça qu'ils sont venus en France. Parce que sinon, si c'était pour garder exactement tout ça, ils avaient qu'à aller en Arabie Saoudite. Ils auraient émigré là-bas, pas en France. Donc, non, c'est pas ça. Ici, ce sont des gens qui veulent pratiquer leur religion librement, vivre librement et défendre les valeurs françaises. La déclaration des droits de l'homme. C'est ça la valeur initiale de la France. Donc, monsieur le recteur de la Grande Mosquée, si vous essayez d'influencer les musulmans à penser que en France, ils vont instaurer leur civilisation, leur culture. Non, vous êtes complètement à côté. La culture française, c'est Montesquieu, c'est Montaigne, c'est Sacha Guitry. Voilà, ça c'est la France. Parce que sinon, demain, on va avoir les Esquimaux qui vont arriver chez nous parce qu'on est le pays des droits de l'homme et qu'ils ont envie de vivre mieux, et puis qu'ils ont marre d'avoir des concerts avec tout le métal que les Américains leur balancent. Et peu de temps après, ils vont faire des appels comme quoi on doit tous vivre dans les igloos. S'ils viennent en France, ils abandonnent leurs igloos. Parce que ce n'est pas leur culture, c'est notre culture qu'ils viennent épouser. Après, qu'ils gardent leur religion, qu'ils gardent leurs mœurs chez eux, comme le font les Chinois, comme le font les Hindous, comme le font... Voilà, chacun est libre de garder ses valeurs, et en plus, c'est un plus. Si on prend positivement un type qui arrive d'Afghanistan, qui a été à l'école, qui a toute la culture afghane en lui, il arrive en France parce qu'il a envie d'épouser la culture française, il acquiert une seconde culture, il transmet à ses enfants un plus, et voilà, c'est comme ça que la France s'est enrichie des Italiens, des Portugais, des Juifs, des Russes, et tout au long de son histoire. Et c'est ce qui a donné, grâce à toute son histoire, à un moment donné, la Déclaration des droits de l'homme, et aujourd'hui, l'opportunité que la France soit le pays qui à nouveau va relancer les droits de l'homme, les remettre en valeur, et empêcher cette dictature mondiale de s'imposer, empêcher ces guerres de se déclencher et empêcher que la haine domine l'humanité.